Dans les vidéos précédentes sur la nutrition, on avait vu comment les régimes pouvaient te déglinguer et te faire grossir. Aujourd'hui, on va voir la seule population chez qui les régimes marchent vraiment, ce qui leur va parfaitement jusqu'à qu'elles meurent d'une crise cardiaque à 25 ans, et là, ça pue sacrément la merde. Alors aujourd'hui, on va parler des anorexiques. Avant de voir la vidéo, je te conseille de voir toutes les autres vidéos sur la nutrition parce que il y a quelques préjugés qu'il faut défaire pour pouvoir comprendre cette vidéo. Surtout sur la boulimie et les régimes. Bon, du coup, l'anorexie, qu'est-ce que c'est? Déjà, je précise ici qu'on va parler d'anorexie mentale, qui est une anorexie particulière. On a aussi des anorexies dues à une maladie physique, ce qui n'est pas ici le cas, ou des anorexies dues à des dépressions sévères. Et dans ce cas, allez voir la vidéo sur la dépression pour savoir comment ça marche. Les anorexies mentales, on les caractérise par 3 points importants. Premièrement, il y a la peur de prendre du poids, ce qui va les pousser à vérifier fréquemment leur poids pour voir s'ils en ont pas pris, mais surtout à utiliser des mesures compensatoires quand ils ont trop mangé, comme par exemple en se faisant vomir ou en prenant des laxatifs afin d'éliminer au plus vite ce qu'ils ont ingurgité. Il y a aussi une altération de la perception de son poids et de son corps. Elle se trouve plus grosse en général qu'elles ne le sont vraiment, ce qui n'aide pas vraiment puisque du coup elles ne prennent pas conscience de la gravité de leur situation et de leur maigreur. Et enfin, la caractéristique qu'on connaît le plus des anorexiques sont le fait qu'elles se restreignent beaucoup sur la nourriture avec pour conséquence une maigreur importante entraînant à court et long terme des gros problèmes de santé dont des crises cardiaques. Il y a aussi un type d'anorexie avec des crises de boulimie et là tu vas me dire alors c'est quoi la différence avec la boulimie? Parce que d'un côté tu as des gens qui se restreignent et qui font des crises de boulimie et que de l'autre côté ce serait aussi des gens qui se restreignent et qui font aussi des crises de boulimie. Eh bien, c'est que dans la forme boulimie avec anorexie, les crises de boulimie ne permettent pas de compenser les restrictions. Du coup, les anorexiques avec boulimie ont un IMC très faible, alors que les boulimiques seuls ont un IMC normal, voire plus élevé que la moyenne. La question de la semaine va être: pourquoi une personne en vient à se priver de nourriture, quitte à mettre sa vie en danger? Et si tu as vu les vidéos précédentes, la question va aussi être de savoir pourquoi le corps de l'anorexique ne lui fait pas payer les restrictions avec des crises de boulimie tout le temps. Bon, je vais être franc, plutôt que de faire un truc bancal direct. Pour t'expliquer l'anorexie, ça va être le bordel. D'habitude, pour les autres maladies, j'ai un modèle scientifique récent qui explique bien plein de points de la maladie. Et évidemment, ce modèle pas mal qui explique plein de choses a donné des applications thérapeutiques faciles à expliquer aussi. Et bien là, ça va être chaud pour moi parce qu'en fait, on n'a pas encore de modèle hyper bien qui englobe tout ce que l'on sait de l'anorexie. Donc, je vais être dans la merde pour bien t'expliquer. Du coup, ce que je vais faire, c'est te donner des pistes explicatives les plus importantes que l'on a actuellement. Et pour expliquer l'anorexie actuellement, il y a 3 choses qu'on doit absolument prendre en compte. La première chose, ce sont les troubles de l'attachement. On a observé un lien hyper important entre des problèmes d'attachement et l'anorexie. Première chose, c'est quoi l'attachement? Si tu suis la chaîne, je vais me répéter pour la 10e fois, mais c'est très important. Tu as un système dans ton cerveau qui, dès que tu nais, va chercher des gens pour qu'on prenne soin de toi. C'est très important car quand tu as été entouré de gens pour prendre soin de toi correctement avec des règles de vie réalistes, tu peux développer ton système d'autonomie tranquillou et être un adulte sécure, c'est-à-dire que quelqu'un qui est bien seul, qui se débrouille très bien tout seul et qui sait que quand il aura des merdes, il aura des gens pour l'aider. Et quand ça merde dedans, cela fait des gens insécures et ça a des conséquences puisque ça peut donner des gens ayant une estime d'eux-mêmes plus faible, moins d'autonomie, plus de problèmes psy et une capacité à gérer leurs émotions plus faible, caractéristique que l'on retrouve chez les anorexiques. Bon, du coup, chaque personne a son histoire et ce qui l'a fait partir en vrille, mais on remarque des caractéristiques communes à plein d'anorexiques. On remarque souvent des parents avec des problèmes psy eux-mêmes, ce qui les rend du coup moins aptes à prendre soin de leur enfant. On voit aussi souvent des histoires de violences sexuelles, que cela soit chez les anorexiques elles-mêmes ou chez leur mère, ce qui influence évidemment l'éducation. Mais on n'a pas besoin d'avoir des histoires aussi difficiles pour développer une anorexie. Des parents contrôlants ou une relation fusionnelle avec ses parents jouent sur la probabilité d'anorexie. Cela s'explique car ce type de parent va empêcher son enfant de s'autonomiser correctement. Et le problème, c'est qu'à l'arrivée de l'adolescence, le système d'autonomie de l'anorexique est du coup très peu développé. Elle va se trouver du coup en difficulté, contrairement à ses copains qui sont très bien tout seuls avec les autres. Elles vont être en difficulté du coup pour se détacher de leurs parents et se trouver plein d'autres sources d'attachement, ce qui en soi va créer pas mal de difficultés émotionnelles. En plus,
La proximité avec les parents va rendre plus forte l'intégration par l'anorexique des exigences de ses parents contrôlants, ce qui va créer la personnalité perfectionniste que l'on a chez plein d'anorexiques. Je rajoute dans tout ça que ce sont les relations avec l'apparent et la façon dont ils prennent tes émotions en compte qui vont façonner ta capacité à gérer les tiennes. Tu peux voir avec tout ça que l'anorexique chez qui l'écoute de ses besoins était faible se retrouve dans une merde familiale qui ouvre à pas mal de problèmes psy. Mais en soi, ça suffit pas à expliquer l'anorexie. Ça permet d'expliquer plein de problèmes psy comme les dépressions, les hyperphages boulimiques, les scarifications, les tentatives de suicide, les phobies sociales, les trous de limites, mais ça suffit pas pour expliquer le problème chez les anorexiques. Deuxième point qu'on commence à observer chez les anorexiques. Ça concerne la neurologie. On observe des différences dans la façon dont le cerveau des anorexiques traite l'information et fonctionne. Par exemple, on a remarqué que les anorexiques étaient plus fortes que la moyenne pour se concentrer sur une tâche. Par contre, ça a un coût. Si elles ont une capacité plus forte à se concentrer, elles le payent avec une difficulté à se désengager de ce qu'elles font. Ce qui pourrait expliquer le maintien de l'obsession très forte pour le poids et la difficulté à s'extraire de cette obsession. On a remarqué aussi quelque chose de très important. Il y a ton cerveau qui est composé de différentes zones interagissant entre elles. On a remarqué que la zone gérant l'impulsivité était plus efficace chez les anorexiques, allant même jusqu'à influencer des zones à l'origine de notre sensation et de la régulation de notre poids. C'est ce qui peut expliquer la différence entre les boulimiques et les anorexiques. Les anorexiques seraient une population dont le cerveau a le contrôle de ses impulsions et empêcherait les crises de boulimie. Et là, en fait, on arrive au gros problème d'un manque d'un modèle clair. C'est le problème de l'œuf ou de la poule. Parce que je peux pas, par exemple, actuellement te dire si, solution 1, les anorexiques ont un cerveau différent avec une impulsivité très faible, ce qui crée une personnalité rigide et contrôlante due à des problèmes familiaux, ou alors solution 2, les anorexiques se créent une personnalité rigide et contrôlante dans une famille déconnante, ce qui va construire leur cerveau comme ayant peu d'impulsivité. Eh bien, en fait, on ne sait pas. Et c'est dommage car en termes de prévention et de psychothérapie, ça va jouer beaucoup dans les choix que l'on peut faire pour prévenir et soigner la maladie. Bref, on est en train de remarquer de plus en plus de différences fondamentales dans l'organisation cérébrale des anorexiques, et on se demande même si des traitements médicamenteux spécifiques à l'anorexie ne seraient pas les bienvenus. Et enfin, tu as le dernier point très important dans l'anorexie, c'est l'importance de la pression sociale, notamment sur le corps des femmes qui crée en elles le lien « je vaux quelque chose si je suis bien foutu ». Je rappelle que le taux de troubles alimentaires baisse dans les pays dont le rapport au corps est moins totalitaire. Bon, pour te faire comprendre comment tout ça interagit, on va prendre un exemple concret. On va prendre l'exemple de l'anorexique qui se voit grosse dans le miroir. Alors, dans les campagnes de sensibilisation, on te présente comme si la personne était myope et elle se voyait déformée. Sauf qu'en fait, c'est pas le cas. C'est pas un problème de vision, c'est un problème d'attention. Dans les études, on a remarqué que les anorexiques ne se regardent pas comme une personne lambda. Déjà, on remarque qu'elles passent plus de temps à analyser les parties nues du corps plutôt que les habits. Ce qui va créer une insatisfaction en elles, car nos habits cachent quand même bien nos défauts. Ensuite, on a remarqué que les anorexiques ne se voyaient pas maigres, car leur cerveau ne se focalise que sur ce qu'elles estiment être des défauts. Elles vont donc se concentrer sur une partie de leur corps, genre la taille des cuisses, la comparer à une image de la femme qu'elles ont intégrée en elles et en déduisent une appréciation sur tout leur corps. Par exemple, j'ai pas les cuisses de la top modèle ici, donc ça veut dire que je suis grosse. Et elle va pas voir tout son reste du corps qui est complètement maigre. C'est comme si une personne qui avait 19 sur 20 ne faisait gaffe que à la faute qu'il avait et qu'il en déduisait qu'il était nul. Et là, tu vois que quand on réunit les trois domaines dont je t'ai parlé, on peut arriver à expliquer certains comportements des anorexiques. On a une personnalité perfectionniste avec une faible estime d'elle, qui se traite son corps de manière trop locale en se concentrant sur ses défauts et qui se compare à l'image d'une femme idéalisée complètement débile, puisqu'elle se compare à une meuf de 14 ans anorexique sous cocaïne, photoshopée et avec pas la même génétique qu'elle. Les anorexiques sont donc à la jonction de plusieurs problèmes, les problèmes familiaux, les problèmes d'attachement, des problèmes neurologiques et ce que la société nous demande d'être. Bon, du coup la question c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec les anorexiques et comment régler le problème? Et avant de parler de thérapie, il y a deux points importants dont il faut parler avant. Le premier, c'est que je parlerai que du côté psy de la prise en charge de la maladie, alors que la gravité de la maladie des anorexiques impose une prise en charge autant physique que psychologique, et qu'il vaut mieux un suivi fréquent par un médecin, quelle que soit la psychothérapie enclenchée. En général, le somatique est la priorité pour pas que la personne meure, et le traitement bascule sur beaucoup de psychologique quand le pronostic vital n'est plus en jeu. Deuxième chose à comprendre, c'est que les anorexiques
comme les alcooliques, sont dans le déni de la maladie. Elles ne se considèrent pas comme malades, du coup elles vont adhérer très peu aux soins et ça peut prendre des années avant qu'elles se soignent correctement. Et là, on a besoin de se mettre un peu à leur place pour comprendre. Imagine, t'es anorexique. Déjà, tout le temps que tu penses à la bouffe et ton obsession, c'est du temps que tu vas pas passer à souffrir de tes problèmes familiaux ou de tes problèmes sociaux. En plus, le fait que tu réussisses les régimes que personne n'arrive à faire, ça te fout un boost d'estime de toi énorme. En plus, comme tu grossis pas, tes angoisses d'être gros diminuent. Donc si tu vas avoir un anorexique et tu lui dis on va te guérir, en gros, tu es en train de lui dire alors, on va te laisser dans tes problèmes familiaux de merde, te rendre gros et bousiller ton estime de toi. Tu comprends que de son point de vue, t'as pas envie de te soigner. C'est pour cela qu'une approche du soin des anorexiques consiste à les prendre en charge comme des alcooliques, car l'incapacité à reconnaître le soin et les bénéfices de la maladie sont très importants. Attention, il y a quand même vachement de différence entre les deux maladies. La plus grosse étant que les addicts ont du mal à réguler leurs impulsions, alors que les anorexiques ont au contraire une trop forte régulation de leurs impulsions. Le travail sur la motivation est super important, en tout cas en début de prise en charge. Il faut aussi savoir que comme l'anorexie est fortement liée à la personnalité, beaucoup d'anorexiques, même soignés, vont te dire qu'elles garderont ça toujours en elles et que ça sera un petit démon qui, elles le savent, devront combattre de temps en temps. Comme j'ai dit actuellement, on ne peut pas savoir si c'est le cerveau différent qui donne cette impression, comme par exemple quelqu'un qui est TDAH ou autiste, ou alors si c'est le fait d'avoir une personnalité qui a été construite comme cela, comme chez les gens qui ont un trouble de la personnalité. Bon, au niveau psychologique, on a remarqué qu'il y avait deux types de thérapies qui vous pouvaient aider les patientes anorexiques. Les premières, ce sont les thérapies familiales. Les thérapies familiales sont celles qui fonctionnent bien pour les enfants et les adolescents et sont conseillées en général à cet âge. Car comme on l'a vu, le problème se construit autour de problématiques d'attachement, de personnalité, d'estime de soi, fortement influencées par le climat familial. L'éducation de la famille à ces problématiques et un rajustement de la famille en fonction des besoins de l'enfant est donc un bon moyen de limiter au maximum l'avancée de la maladie. D'un autre côté, on a aussi comme thérapie des TCC qui visent à identifier les cercles vicieux qui font que la personne continue dans la maladie. Donc voici deux exemples. Quand tu manges peu, tu ralentis la digestion de ton corps. Du coup, tu ballonnes plus, ce qui donne la sensation d'être gros aux anorexiques, qui du coup se privent encore plus. Là, tu vois que tu peux déjà éduquer à ce que c'est un ballonnement et que tu peux essayer de détruire le lien ballonnement égale grosseur insupportable. Il y a aussi un autre cercle qui est tu fais un régime, tu maigris, tu as des retours positifs en te regardant dans la glace ou en postant des photos sur des groupes pro-ANA. Et du coup, tu es encore plus motivé à faire des régimes. Cercle vicieux qui ne tient ici juste parce que le cerveau des anorexiques bloque l'impulsion boulimique. De façon générale, de toute façon, il est important de voir que les connaissances actuelles permettent pas de cibler exactement les facteurs permettant la guérison des anorexiques, mis à part le rôle de la famille chez les adolescents évidemment. Et les autorités de santé conseillent que si une thérapie d'1 an avec un anorexique n'a pas donné une avancée significative, alors il faut remettre en question le projet thérapeutique. Bien entendu, je parle à partir du moment où la personne a adhéré aux soins, parce que l'adhésion aux soins peut prendre des années. Personnellement, j'étendrai aussi cette recommandation à toutes les maladies, car même dans celles qui ne se soignent pas comme la bipolarité et la schizophrénie, il y a plein de stratégies qui peuvent être proposées pour améliorer ta qualité de vie. Voilà, c'est une des premières vidéos où je dis qu'on manque vraiment de compréhension d'un phénomène, mais je pense que c'est nécessaire de le dire honnêtement. Si entre-temps, tu vois un article scientifique qui propose une théorie qui permet de bien assembler toutes ces données et que je l'ai loupé, tu peux m'envoyer un message, cela me permettra de faire une vidéo plus complète sur le sujet et plus explicative. Voilà, en attendant qu'on trouve une autre super théorie, tu peux aller regarder les autres vidéos sur les pathologies mentales où on connaît bien là par contre les super modèles qui expliquent pas mal de choses. À la prochaine!